Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invités seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Mesdames et messieurs, nous sommes encore là, nous les journalistes, pour décortiquer l'information. Nous sommes à 3, nous sommes avec Harold Badibanga, RTGA, Esther Abedi, Africa Télévision et Bélard Mbouyi, La Renaissance. Vous l'avez deviné bien sûr, c'est Web Presse. Web Presse qui passe chaque mercredi à Congo Web Télévision. Alors, le premier thème que nous allons décortiquer ce soir, c'est la création du groupe consultatif national. Comme vous le savez, la semaine passée, le chef de l'État a reçu plusieurs personnalités de la République pour essayer de parler et de trouver des pistes de solutions par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais la création de ce groupe consultatif a soulevé beaucoup de remous, a soulevé beaucoup de polémiques. Alors, je prends Harold Badibanga. On a quand même vu des personnalités, mais qui ne sont pas fait mandater par leur parti. Voilà le terme. Non, vous savez, il se pose un problème au Congo. Au Congo, les gens cherchent toujours une chose et son contraire. À un certain moment, l'idée de syndiquer tout le monde autour des causes nationales est venue, et lorsque Joseph Kabila, en tant que garant de la nation, président de la République, chef de l'État, j'ose bien le croire, était en train de voir les voies et moyens pour voir comment répondre à ce desiderata de la classe politique congolaise, on a pensé qu'il était dans la léthargie. Alors c'est ce dialogue qu'on préconisait tant, c'est ça maintenant? Non, mais à chaque dialogue, il y a toujours un cahier de charges. Ok, je vois très mal comment, au moment où la République démocratique du Congo, Paulette, est agressée, qu'on propose un dialogue avec un cahier de charges autre que celui qui préoccupe toute la nation congolaise. Je ne crois pas, même si il y a beaucoup de oui-dire et de non-dire au sujet de l'organisation des élections, je ne vois pas Congolais de mon État, journaliste en plus, parole de sans parole, bouche de sans bouche, encourager qu'au moment où nous sommes agressés à l'Est de la République, qu'un dialogue comme celui-là soit organisé autour de la restitution de l'impérium à quelqu'un qui le réclame en dehors des élections. Là, c'est un débat qui n'est pas mien. Je considère tout simplement que le fait que Kabila ait voulu syndiquer les institutions et les personnalités politiques autour de la cause national, uniquement national, seulement national et non individuel, de quelque bord qu'elle en soit, on devait d'abord encourager, féliciter l'initiative. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? Du fait que certains n'ont pas été associés à ce dialogue, ils pensent que ceux qui y ont été associés ne sont pas crédibles. Enlevons les gants, parlons des choses telles qu'elles sont. À l'UDPS, on pense que c'est Tshisekedi qui devait y être. Or, Tshisekedi, jusque ce soir, ne reconnaît pas que Joseph Kabila a été élu président de la République. Et donc, si nous précipitons le raisonnement, nous concluons à raison, sans crainte d'être contredit, qu'il allait refuser, réserver une fin de non-recevoir à ses assises. Et l'UDPS aujourd'hui est représenté au niveau de la représentation nationale par un groupe parlementaire, pas le moindre, piloté par Sami Badibanga. Donc, au niveau de la considération nationale, c'est celui-là qui engage l'UDPS, étant donné qu'il représente les aspirations de la population. De l'autre côté, on dit non, il ne pouvait pas siéger. Au sein du MLC? Non, je voudrais parler d'abord de l'UNC. Il semble qu'on aurait voulu voir, je ne sais pas moi, au nom de quel principe, le président de l'UNC et non quelqu'un d'autre. Je vais dire au sein du MLC que Jean-Lucien Mboussa a dit le fait que Thomas Louaka est allé là-bas représentant son parti
Celui-là a pris la grave et l'irrévocable décision de dire Urbi et Orbi que les structures officielles du parti n'ont jamais été contactées par rapport à ça. Je me demande si ce n'est pas une insubordination au niveau du MLC et que Jean-Lucien Boussa ne mérite pas sinon des sanctions graves, mais ne fût-ce qu'une suspension pour que cela ne revienne pas. Et in fine, je dis que nous ne pouvons pas traiter les affaires de l'État avec les états d'âme. Nous devons les traiter avec l'âme d'État. Je considère que tous ceux qui pensent que le format n'a pas été bon et que cette réunion n'était pas la bienvenue sont en train de se moquer de 8 millions de Congolais qui ont été tués à l'est de la République. Bernard Mbouyi, pourquoi créer ce groupe consultatif? Et pourquoi ce choix pose aujourd'hui problème? Est-ce qu'on n'a pas consulté les principaux partis, la société civile, pour qu'aujourd'hui les voix s'élèvent pour dire non? Bien, la première chose que je dois dire, c'est celle-ci. Dans une démocratie apaisée, il y a l'institution de certaines pratiques démocratiques qui vont au-delà même des institutions formelles qui sont établies. Le pays qui nous sert généralement de référence, c'est la France, compte tenu du fait que non seulement nous sommes matraqués par tous les médias français, aussi bien visuels que de presse écrite, mais nous avons la même communauté linguistique qui nous est plus facile de suivre les télévisions françaises que CNN ou celles britanniques ou américaines. Okay. Eh bien, vous constaterez qu'en France, le président de la République reçoit tous les chefs de grands partis significatifs chaque année. Déjà au début de l'année, il y a la cérémonie des vœux. Il reçoit ainsi chaque parti politique. Le président de chaque parti politique lui présente les vœux, lui aussi lui présente les siens. Et ils font ainsi le tour de la situation de la nation. Il sait avoir quand même une idée des préoccupations de chaque courant politique et représentatif de la nation française. Ça, c'est d'un. Donc, il faudrait qu'on arrive à instaurer de telles pratiques ici chez nous, c'est tout à fait normal. En plus de cela, le Premier ministre qui dirige le gouvernement reçoit également en permanence les présidents des groupes parlementaires parce que c'est eux qui siègent dans l'institution, d'où il tire sa propre légitimité en somme. Bien, l'idée d'ouvrir ainsi donc un dialogue avec les partenaires politiques et sociaux n'est pas mauvaise en soi, mais on ne procède pas de cette manière-là. On n'invite pas Christian Badibangui, qui est membre du groupe parlementaire UNC et allié, il ne tue tout personnel, non. On doit inviter le groupe, c'est le groupe qui doit désigner, soit c'est son président du parti politique, Vital Kamerhe, ou son secrétaire général, Ewanga, ou bien son président du groupe parlementaire, Bitakuira. On saisit officiellement le MLC se réunit, il décide de ce qu'il peut aller dire, en fonction de ce qui a été retenu comme cahier de charge, comme l'a dit Badibanga tout à l'heure. Ainsi de suite, on fait de cette manière-là. Pour le reste, c'est lors de grandes difficultés que les nations se rassemblent, qu'ils réfléchissent sur elles-mêmes et sur l'avenir qu'ils veulent se donner. C'est ça le principe aussi. Nous avons cette énième guerre. En 1996, nous avons eu une première guerre, lancée par la minorité Batutsi, soutenue par le Rwanda. Elle a remporté la victoire jusqu'ici à Kinshasa. En 1998, nous avons eu une deuxième guerre qui a commencé le 2 août, lancée par la minorité Batutsi, soutenue par le Rwanda, qui a pris la moitié du pays. On a négocié à Sun City. On a eu le 1+4. On a eu le 1+4. Constatons que ce dialogue Sun City n'a résolu aucun des problèmes à la base de toute cette instabilité. Au point que, juste après, il y a eu le CNDP, lancé par la minorité des Batutsi, soutenu par le Rwanda. Il y a eu une négociation entre le Congo et le Rwanda. Ça n'a rien réglé. Nous avons le M23 également, lancé par la minorité des Batutsi, soutenu par le Rwanda également. Il faut qu'à un moment donné, nous nous arrêtions, nous nous disions, toute la nation rassemblée, qu'est-ce qui arrive à ce pays? Y a-t-il un problème réel de fond? Voilà. Et pour cela, le président ne procéderait pas de la manière dont il a procédé le samedi dernier. Il faudrait faire venir les forces représentatives par leurs délégués authentiques et parler ouvertement. Il n'y a pas de question, là de dribbler les uns ou les autres. Esther Abedi, est-ce que le processus n'était pas bien choisi? Moi, personnellement, je ne souhaite pas que ces groupes soient permanents. Parce qu'il y a eu d'autres cadres de concertation qui n'ont jamais été pérennisés. C'est là que je parle de la culture d'institution.
À part les dialogues intercongolais jusqu'au processus, en 2008, on a eu la conférence de Goma. La conférence de Goma a eu l'avantage d'être représentative. Toutes les couches politico-sociales ont été représentées et les gens ont été saisis officiellement. Au point même qu'on avait des gens qui n'étaient plus dans des institutions, mais à qui l'on reconnaissait une certaine notabilité par rapport au dossier. Les cas de l'ancien gouverneur aujourd'hui, l'honorable le plus national, comme on dit, le député le plus national, M. Konde Kikanda. Il a été à la conférence de Goma parce qu'on lui a reconnu un lien permanent avec la situation à l'Est et une certaine capacité à donner des pistes et des solutions. Ce qui fait que pour moi, le fait que la conférence de Goma, toutes les recommandations n'ont pas été pérennisées, nous ramène à la case de départ. Les choix que moi je proposerais ici, c'est de pérenniser la conférence de Goma, activer toutes les instances de concertation qui ont été initiées à Goma. Parce que Bélard a été avec nous à Goma, c'est la conférence de Goma qui a donné pratiquement les détonateurs de l'anéantissement du CNDP. C'était pour la première fois qu'on ait eu des gens du CNDP, de toutes les forces négatives, venus à Goma pour parler paix. Chacun avec son agenda, bien sûr, parce que dans les concertations, je ne viens pas dire oui à ce que vous me proposez. Je viens avec mes préoccupations. Parce que si il y a des guerres, disons, la matérialisation des mécontentements, du moins à Goma, on a su pourquoi telle communauté est à la base des conflits, pourquoi telle communauté s'érige en hostilité à l'endroit de telle ou telle autre communauté. On a pu au moins, nous qui vivions à Kinshasa, comprendre la situation exacte de l'Est parce que les gens se sont parlé sans gants. On a pointé du doigt et les commanditaires de différents conflits et les manipulés de tous les conflits. On a eu même des délégués du Rwanda, même s'ils n'étaient pas affichés, on a eu pratiquement tout le monde. Parce qu'on avait la CPGL, on avait aussi la conférence internationale de la région de Grand Lac, les institutions auxquelles siège le Rwanda et tous les autres pays qui aujourd'hui nous taxons d'agresseurs par rapport à ce qui se passe à l'Est. À part cette affaire de la conférence de Goma, il y a d'autres forats de concertation. Il y a les Balazaya basés, comme on dit, à l'Est, où on regroupe tous les chefs. Vous pouvez expliquer peut-être à l'Ouest, les gens ne comprennent pas trop. Bon, justement, ce sont des cadres de concertation qui réunissent les chefs traditionnels. Toutes les communautés de l'Est se retrouvent dans ces forats. Mais ces gens-là, ils existent. Pourquoi vouloir créer de nouvelles personnalités pour la crise de l'Est? Alors que les acteurs principaux ont été identifiés à Goma et on a travaillé avec eux, on a pu obtenir une ouverture pour pouvoir résoudre la crise de l'Est et on est arrivé à l'anéantissement du CNDP. Vouloir se détourner de ces schémas, c'est vouloir entretenir le problème. L'initiative du chef de l'État est toute noble. Le chef de l'État instruit à ses conseillers: voilà mon initiative, voilà mon objectif, je fais le dialogue. Le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir, il ne s'est jamais détourné du dialogue. Il a toujours su que le Congo, avec sa diversité et son immensité, rien ne peut être résolu sans prendre en compte le point de vue de toutes les parties qui composent ce pays. Moi, ici, je pointe du doigt tous ceux qui sont chargés de pouvoir organiser ces assises. Quand on vous demande d'organiser des groupes consultatifs, mais référez-vous à l'histoire de votre pays. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ces sens qui doivent participer à ces assises pour avoir des solutions réelles aux problèmes qui se posent au pays? À quoi ça aura servi de réunir les gens et que l'on vous dise que la rencontre d'hier, les gens n'étaient pas ce qu'il fallait et que la solution automatiquement ne va pas correspondre au problème? Donc, il faudrait avoir la culture des institutions. Et il y a une chose importante qui a été soulevée à Goma. Les gens qui ont eu à diriger les pays, on ne les jette pas dans des cartons. On ne les ramène pas à la poubelle. Il faut qu'il y ait ces cadres permanents, comme l'a dit Bella, des gens qui ont eu à gérer les institutions, qui ont eu à mener les politiques de ces pays, pour que l'on dise ici, qu'est-ce que tu as parlé avec Bella? Qu'est-ce que nous devons ici appliquer comme solution? Parce qu'avec Bella, vous entendiez. Quel était le mécanisme qui était mis en place à ce moment-là? En ce moment-là, on peut avoir au moins la continuité.
encore une faiblesse de nos institutions. Harold, vous avez l'impression qu'on recommence les mêmes choses à chaque fois. Non. L'un de la Paulette, c'est pas une recommençabilité, mais c'est plutôt une façon de changer de fusil d'épaule. Je ne sais pas comment Esther va considérer ça. C'est un ajout, une contradiction, je ne sais pas. Mais je ne vois pas en quoi la conférence de Goma est légale de la consultation interinstitutionnelle élargie aux différentes forces politiques présentes dans le pays ici. C'est un format tout à fait autre. Nul ne dit pas aussi que les consultations par Kabila entamées ne pourront pas déboucher à l'organisation ou au retour, comme elle l'a souhaité bien, aux recommandations des accords de Goma. Il n'y a pas eu des accords. Goma, il n'y a pas eu des accords, il y a eu des recommandations. Oui, voilà, la conférence de Goma a abouti à des recommandations et même à des organisations. On a parlé de SAREC, c'est-à-dire une organisation nationale, une structure qui doit veiller à ce que tous les problèmes soulevés à Goma soient résolus. Quand il s'est posé un problème de développement, la plupart ont dit que la guerre à l'Est était une guerre de ventre. Donc, résolvons le problème de développement. Il y a eu des fonds qui ont été ouverts. Aujourd'hui, faisons l'évaluation de tout ce qui a été dit à Goma. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est ça que je suis en train de dire. Je n'établis pas. Il n'y a pas cassure, donc il y a continuité. Il n'y a pas cassure étant donné, et elle a été très éloquente quant à la désignation des participants à ces assises. Mais ce sont les participants de ces assises qui le cadre entamé le samedi, il est interinstitutionnel, élargi à d'autres acteurs politiques ayant pignon sur eux dans la République, s'il faut être trop restreint à Kinshasa. Donc, il est exclusif. Pourtant, on devait avoir des gens qui ont opinion sur eux par rapport aux questions de l'Est. Quand Kamere s'est plaint, d'abord l'image, la personne Kamere, c'est un acteur principal pour la situation à l'Est. Déjà, à dans ces cas de concertation, on n'a pas vu des gens comme Rouberois, Nyarugabo, des gens comme Amouli, ou bien toutes ces grandes femmes de l'Est. On a l'impression vous ferez mieux de me protéger, parce que là, je me rends compte que je ne suis pas protégé. Donc, on a l'impression qu'on a pris beaucoup plus de représentants de Kinshasa que ceux de l'Est. Non, mais Kinshasa, c'est le siège des institutions. Je persiste et je signe sur le fait que le cadre institutionnel prime par rapport à l'organisation des conférences, passez-moi le terme tribalo-ethnico-clanique, parce que ça doit résoudre une affaire qui se pose dans un coin de la République. Et pour ça, Kinshasa étant le siège des institutions, il est tout à fait normal que l'on commence par quelque part. On commence quelque part, on fait des projections. Ces projections peuvent aboutir à une solution telle qu'elle vient de le dire. En telle année, nous avons organisé telles assises, qu'a-t-on fait des recommandations de ces assises. Il faut toujours commencer par le sommet. Je ne crois pas que le fait d'organiser ce cadre de concertation renvoie ipso facto au tabula rasa qui a été fait aux recommandations issues des assises de Goma. Non, mais voyons où est-ce que ces concertations peuvent nous amener, étant donné que je ne crois pas, et là je suis convaincu, que les hommes de progrès étant ceux qui font de l'histoire un événement, ils ne peuvent pas balayer d'un revers de la main tout ce qui a été fait à Goma, étant donné que le monde, c'est un éternel recommencement. Ce que moi, je voudrais dire, c'est qu'au-delà des recommandations des assises de Goma, au-delà du cadre de concertation, au-delà de la guerre individuelle, la guerre des intérêts que se livrent les acteurs politiques au Congo, si nous allons à des assises, à des concertations, au dialogue d'une manière ou d'une autre, sans avoir à l'idée que le Congo a pour ennemi une personne étrangère, cette personne peut être morale ou physique, mais qui vient avec un agenda. L'agenda, c'est de profiter d'abord des querelles internes en République démocratique du Congo pour séparer les frères qui ne s'entendent pas, et afin
les fragiliser et mettre la main sur le Congo. Du moment qu'on ne le comprendra pas, on ira de dialogue en dialogue. Du moment que l'on ne le comprendra pas, on assistera impuissant à ce qui se passe à l'est de la République. Vous avez l'impression qu'ici, en République démocratique du Congo, c'est l'intérêt des personnes qui prime sur l'intérêt de la nation. On aurait pu prendre... C'est d'abord l'intérêt national qui compte, mais on a aujourd'hui l'impression que c'est la guerre des personnes. Celui-là n'était pas là. Est-ce que Thomas Louaka est-il représentatif? Est-ce que Badibanga est-il représentatif? Donc maintenant, c'est la guerre des personnes au lieu de voir l'intérêt supérieur de la nation. Badibangui, merci. Christian, oui. Même Sami Badissé. Non, Sami Badibanga n'a pas été à cette rencontre-là. Il ne faut pas qu'on le mette là. Une affaire à laquelle il n'a pas été. Il n'est même pas au pays de toutes les façons. Bien, écoutez, nul ne conteste le bien fondé d'une démarche d'ouverture envers les forces politiques et sociales en présence. Si le président de la République a de lui-même réfléchi à ça, c'est qu'il a compris qu'il y a un problème qui se pose et qu'il a besoin du soutien et des idées de tous. Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il fait tout. En fait, on peut se référer à ce genre de choses. J'ai toujours aimé cette belle phrase de Nemondantsemi Badiengila. Il a toujours dit, entre les humains, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non aux effets. Et pour s'attaquer aux causes, il faut rassembler tout le monde pour que chacun dise ce qu'il a sur le cœur. C'est vrai, on l'a dit déjà à Goma. C'était un bon départ, comme Esther a eu à le dire ici. Tout le monde a parlé sans gants. Il y a eu des discours les plus sulfureux, les plus violents qui puissent exister. Plus que la conférence nationale souveraine de l'époque. En tout cas, sur le plan ethnique, sur le plan ethnique à Goma, c'était vraiment le feu. Ça crachait du volcan, du sulfure. Rien à faire. Eh bien, on peut maintenant essayer d'évaluer tout ça bien. Mais puisque le président trouvait que il pouvait rester dans le cadre purement institutionnel, dire j'ai une assemblée nationale qui m'a fait des recommandations, j'ai un gouvernement, et mon gouvernement est là, il gère le pays, j'ai une armée, je l'envoie au front, je me limite là. Il ne l'a pas fait. Il a dit j'ai besoin des idées des autres. Alors si vous avez besoin des idées des autres, si vous avez besoin des idées du MLC, ce n'est pas en soi les idées de l'individu isolé Thomas Louaka, non. Si vous avez besoin des idées de l'UNC, ce n'est pas les idées d'un député qui n'est même pas de l'UNC, mais qui est juste allié à l'UNC au niveau de l'Assemblée nationale. Non, écrivez à l'UNC officiellement. Si vous avez besoin des idées de l'UDPS, écrivez à l'UDPS. Ainsi de suite. Alors, moi je trouve que la crise que nous avons actuellement est aussi, nous ne devons pas nous voiler la face, elle est aussi la conséquence de la faiblesse de la gouvernance qu'il y a dans notre pays. Ces crises à répétition, en fait, sont aussi la conséquence de la faiblesse de la gouvernance qu'il y a. Nous ne pouvons pas dire non, puisque la cause nationale est qu'on a la guerre, on se limite seulement à cela, comme s'il n'y avait pas un autre problème. Et les autres causes sont provinciales? Non. Imaginez que lorsque la guerre de 96 a commencé dans ce pays, la première personne qui a revendiqué cette guerre-là, c'était le docteur Muller Rohimbika, au nom de Banyamulenge. Qu'est-ce qu'il dit? Nous nous battons pour que le gouvernement zaïrois reconnaisse notre nationalité et apprennent à nous considérer comme des Zaïrois à part entière et non pas comme des Zaïrois entièrement à part. Imaginez que le gouvernement Kengo ait pu dire ok, dans ces conditions, arrêtons-nous là, causons juste de cette votre nationalité, la fête serait finie. Et qu'est-ce que le Désiré Kabila aurait dit? Il s'est battu quand même pas pour rien que pour la nationalité de Banyamulenge. Il aurait dit non, non, je me bats au-delà de ce problème de Banyamulenge, je me bats pour tout un ensemble de gouvernance qu'il y a dans notre pays d'origine. Il aurait pu dire ça, il aurait eu raison. Voyez-vous, c'est comme ça donc. Ce problème qui se pose arrive à un moment où il y a une vraie crise généralisée à travers le pays. Une crise de gouvernance. Arrêtons-nous à un moment donné, nous ne perdons rien, arrêtons-nous à un moment donné, posons-nous la question de savoir pourquoi autant de malheurs nous arrivent sur ce pays. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ne nous cachons pas derrière de faux fouillants du genre, on vient... Écoutez, on veut balkaniser notre pays. Pour en faire quoi? Ceux qui veulent balkaniser le pays, au Mali, ils sont venus, ils ont dit nous prenons le nord du Mali, nous prenons l'indépendance. Ils l'ont pris, ils ont proclamé l'indépendance. Un point, un trait. Quand l'AFDEL est venu, le gouvernement de Kengo Mobutu ont dit voilà, ils viennent pour balkaniser le pays. Ils sont venus à Kinshasa, ils n'ont pas balkanisé.
Quand l'Occident a commencé, c'était autour de nous de dire, ils viennent pour balkaniser. Ils ont conquis tout l'Est. Ils n'ont pas balkanisé. Ils sont allés au-delà, ils ont pris le nord du Katanga, l'Équateur jusqu'à Ikela, Bemba jusqu'à Bassan-Koussou. Ils n'ont pas balkanisé. Donc la balkanisation pour vous, ça devient à l'heure. Non, écoutez, ne nous cachons pas derrière ces faux fuyants-là. Des gens peuvent avoir de telles idées derrière leur tête. Mais vous allez balkaniser le Kivu. Comment expliquez-moi un peu. Dans le sud du Kivu, là, vous voyez la puissance numérique des Bashi, des Barega, des Bafouleros. Vous allez embarquer tous ces gens-là. Ils sont plus nationalistes que nous qui sommes ici à l'ouest. Ici. Vous allez les embarquer comment? C'est impossible. Tous ces déplacements de la population, les gens fuient la guerre. Mais c'est leur terre ancestrale. Personne ne peut dire à un mouche aujourd'hui qui était capable de quitter Walungu et d'aller à Bival et habiter où. Il va y revenir. Il a la puissance numérique avec lui. Il a la raison historique avec lui. On ne peut pas y arriver. Le Sud-Soudan, ça a réussi. Pourquoi? Parce que c'est des gens de race noire et de confession chrétienne. Ils sont différents des Arabes musulmans du Nord. On peut faire une cassure. Dans le Kivu, là, c'est impossible. Vous allez confondre les bananes. Vous n'y arriverez pas. Le Rwanda a occupé cette partie-là de l'Est, là-bas. Mais excusez-moi, il a occupé juste sur le plan militaire. Administrativement, il ne contrôlait rien. Vous ne pouvez pas mettre les militaires devant chaque case. Parce que dans leur âme et conscience, ils sont congolais. Vous n'arriverez jamais à changer ça. C'est impossible. S'il y a des gens qui ont une telle idée dans leur idée, qui vont balkaniser cette histoire-là, c'est un leurre, ils n'y arriveront jamais. Ok, donc nous prenons le deuxième thème qui est la conférence. Nous courons derrière le temps. Malheureusement, c'est la télévision. Il y a quand même des déclarations fortes. Ne fût-ce qu'une minute. Une minute alors, parce que là. Ok. Bon, je ne vais pas abuser de ta bonne foi par rapport justement à la balkanisation. On commence à douter un peu de cette balkanisation-là. Il ne faut soit pas... on combat le mauvais combat. Non. C'est comme une maman qui voit une bougie parce qu'elle a la viande derrière la bougie et dit à son enfant, non, c'est du feu. Non. Il ne faut pas détourner l'attention de la population face aux vrais problèmes. Bélar a évoqué un problème de gouvernance. À l'Est, quand vous irez là-bas, quand vous passez aux consultations populaires à l'Est, ils n'ont pas que ce problème des Tutsis. Ils ont aussi d'autres problèmes dans leur cahier de charges qu'ils ont à soumettre à l'autorité, où la population estime que l'autorité n'agit pas suffisamment sur tel ou tel autre problème. C'est ce qui est à la base de la guerre. On a dit tout à l'heure, la guerre à l'Est, c'est entre autres aussi une absence de développement, un manque de développement qui contribue aussi à la manipulation de la population parce qu'on leur promet à gauche et à droite le paradis sur terre, ce qui est pratiquement impossible. Mais le cœur du Congolais est à l'unité de ce pays et au nationalisme de ce pays. Si on a parlé de l'occupation en 96, 98, tout ça, mais on n'a jamais appelé cette partie du pays comme la République Tutsi, comme les gens aiment le dire pour déstabiliser les gens. On l'a jamais appelé République rwando-burundais-ougandaise. Non, ça a toujours été Congo. Et en ce sens-là, la République démocratique du Congo doit savoir que la population demande un regard attentif de l'autorité de Kinshasa sur tous les 4 coins du pays. Non, attends. La balkanisation devient un mythe, tout ça. On nous détourne de... Non, mais nous sommes en route vers la balkanisation. On y arrivera pas. S'il vous plaît. On y arrivera pas. S'il vous plaît. J'ai besoin de la protection. Quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas parlé. Quels sont les éléments qui nous prouvent aujourd'hui qu'il y a balkanisation? Devant les faits, tous autour de cette table, nous sommes journalistes. Devant les faits, on s'incline. Ok. La balkanisation, je ne dis pas oui ou non, on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Mais je dis que c'est un plan machiavélique de l'extérieur sur la République. Là où Bélar semble un peu se perdre, c'est lorsqu'il pense que la balkanisation, c'est la séparation de la partie Est de la RDC et du reste de la République. Non, la balkanisation, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'émiettement du territoire. Ok, on vous écoute, oui. Soyez patient. La balkanisation, ça peut s'entendre aussi comme juste le fait de rendre l'Est de la République démocratique du Congo ingouvernable. C'est aussi le sens de la balkanisation. Parce qu'on veut les faits. Nous avons vu dans ce pays ce qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. Un président français arrive au Congo, il vous dit, pour que vous ayez la paix à l'Est,
vous devez accepter, vous, en tant que Congo, de partager vos richesses entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Ce n'est pas ça un fait probant de la balkanisation. Est-ce que la France peut accepter de partager ses richesses avec un autre État? La balkanisation ici, c'est dont Bélard vient de parler, l'âme du Congolais, c'est tout à fait un fait endogène qu'on ne peut pas séparer du reste de ses frères. Mais la volonté extérieure de mettre la main sur l'Est de la République démocratique du Congo et de jouir de toutes ces richesses veut qu'on rende l'Est de la République démocratique du Congo ingouvernable, tout en faisant voir que si vous n'êtes pas bien ici, c'est parce que, entre guillemets, il y a crise de gouvernance. Non, du moment que l'on empêche d'ailleurs ceux qui sont au pouvoir de faire bien ce travail-là, on fait de l'obscurantisme pour amener les gens à comprendre que s'il y a ceci et cela, c'est parce que il y a crise de gouvernance. On évoque aujourd'hui la problématique des FDLR. Les FDLR qui sont présentés par la communauté internationale comme les ennemis du Rwanda et qui flirteraient avec le gouvernement. Mais ils pillent à l'Est, ils sortent leurs minéraux par le Rwanda. Donc si amitié il y a, si antagonisme il y a plus amitié entre l'FDLR et le Rwanda, il y a plus antagonisme entre le gouvernement de la RDC et les FDLR. Et je pense que nous, en tant qu'élite congolaise, nous avons la responsabilité de rester unis, de rester unis. On va de poser sur les questions, Badi Banga. C'est vous qui posez des questions. Une minute juste, pour que tu t'expliques plus correctement, en fait, en plus. Je l'ai fait déjà. Oui, voilà. Le sud, la partie sud du Katanga est 1000 fois plus riche sur le plan minier que le Kivu. Pourquoi il est stable? Non, mais ça dépend de celui qui a son plan machiavélique. Tu n'entres pas dans la tête de celui qui a une entreprise criminelle pour qu'il se dise, comme à l'est de la RDC, il y a une multi-ethnicité, je ne peux pas profiter, mais c'est pas la même chose. Il se pose le problème à ce niveau-là. Je ne vais pas répondre à l'éthique et la déontologie ici, nous ne répondons pas à ces questions-là. Je suis journaliste sur les questions de Grand Lac. Harold Badibanga, laisse-moi t'éclairer que dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, dans le cadre de toutes les organisations régionales à caractère économique, on parle du concept partage équilibré des ressources. Parce que ces ressources sont à la frontière. À quoi sert pour un pays d'avoir des richesses dites naturelles qu'on ne sait pas exploiter? Si l'usine de transformation du diamant est en Afrique du Sud, vous allez demander à nos frères du Kasaï de prendre les diamants et de les tenir en main, de se proclamer riches, alors qu'ils ne savent pas s'acheter un pain avec du diamant. Non, quand on parle de partage des ressources, je te donne un exemple le plus clair. Prenons le cas du gaz méthane sur les lacs Kivu. La RDC, on fait quoi? Les Rwandais, l'Ouganda exploitent. Les pétroles, on en parle. Mais c'est l'illégalité contre laquelle nous nous battons. Qui empêche à la RDC de faire sa part de choses. Non. La part de choses ne veut pas dire prendre ces minéraux autorisés à un État étranger de les exploiter. C'est sur la frontière. Non, attendez. Les minéraux de l'Est de la RDC qui sont dans la partie congolaise, sont-ils à cheval entre le Rwanda et l'Ouganda? Je suis désolé. Le partage dont Sarkozy a parlé est très loin d'être le principe dont vous parlez. Non, c'est très clair. Il a dit ici devant la représentation nationale que parce que la cause de la guerre à l'Est, ce sont les minéraux, acceptez de les partager. La RDC a souscrit au protocole des non qui refuse l'exploitation illicite des ressources. Très bien. À la République démocratique du Congo de défendre ces ressources à l'interne. Les fondre à l'interne pour les traiter avec des pays externes, oui. Mais permettre aux pays étrangers de venir les exploiter chez nous, c'est ça même la balkanisation. C'est ça même la balkanisation. Loin de là. Le gouvernement souscrit
à un mécanisme régional, à lui de pouvoir organiser un mécanisme national. Heureusement que ce mécanisme n'a rien à voir avec. Heureusement que ce mécanisme n'a rien à voir avec ce que Sarkozy avait fait comme proposition. Il nous reste que 5 minutes. On prend la conférence de Kampala. On a suivi ce matin sur France 24 que le Rwanda dit non, parce que nous on a proposé que la MONUSCO soit cette force neutre, mais le Rwanda a dit non et ça capote sur ce point-là. Pourquoi le Rwanda ne veut pas que la MONUSCO soit cette force neutre? Bien, d'après les explications que nous avons tous suivies, le Rwanda estime que la MONUSCO est là depuis de très longues années et qu'elle ne fait que du tourisme. Je crois que c'est un point de vue qui est partagé par de nombreux Congolais également. Eh bien, à mon avis, je crois que je préfère encore attendre la fin de la conférence pour voir quelle est l'opinion de la République démocratique du Congo sur ce plan-là. Et c'est cette opinion-là que moi je soutiendrai de toutes les façons. Voilà. Il faut bien qu'on arrive à trouver une force neutre sur cette affaire-là. Mais le temps est en train de passer, la population est en train de mourir. Et cette force neutre-là, ce sera La MONUSCO n'est pas cette force neutre parce que la MONUSCO existe déjà au Congo. Mais on peut changer le statut, le mandat. On recherche une force non impliquée dans les conflits. À l'Est, déjà, la MONUSCO tire sur le positionnement du M23 appuyé par le Rwanda. Mais vous ne laisserez pas sans ignorer que le Rwanda a plusieurs fois arrêté les minéraux venant de la RDC qui transportaient les chars automobiles de la MONUSCO. Déjà, le Rwanda a des éléments d'accusation contre la MONUSCO. Il en vaut de l'intérêt de la RDC de pouvoir prendre part à l'identification d'une force réellement neutre, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. En ce moment-là, moi, mon inquiétude plutôt, c'est quel sera le rôle exact de l'armée congolaise et de l'armée rwandaise, parce qu'on n'amènerait pas une nouvelle force neutre tout en dépouillant notre armée de tous ces arguments, alors que la sécurité, ce sont des aspects de souveraineté. Non, vous savez, quand nous parlons de la balkanisation, cette force-là, c'est encore... oui, c'est une sorte de balkanisation. Oui, mais c'est l'outil de la balkanisation. Vous vous demandez, la MONUSCO est ici depuis tout ce temps. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a la possibilité de décider, lorsqu'il se rend compte qu'un pays est agressé, d'autoriser l'utilisation du chapitre 7 par la MONUSCO. Cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on s'est plaint du fait que la MONUSCO prennent de fois des responsabilités pour tirer lorsqu'ils se rendent compte, et c'est un secret de polichinelle, que le Rwanda soutient les forces négatives qui opèrent à l'est de la RDC. Alors si depuis plus ou moins 10 ans, la MONUSCO n'est pas arrivée au bout de l'agression rwandaise à l'est de la RDC, qu'y a-t-il de plus normal à faire si ce n'est que de renforcer les effectifs de la MONUSCO et de lui donner l'autorisation de l'utilisation du chapitre 7. Et lorsque dans un coin, l'utilisation de la force par la mission onusienne pour dissuader les agressions qui font incrustation sur un territoire étranger. Et lorsque on n'arrive pas à le faire, on met dans un coin de la République qui est la mienne, plusieurs forces. C'est ça une manière par essence de rendre cette partie ingouvernable pour que chacun ait la possibilité d'entrer, de prendre ce qu'il veut, partir. C'est ça le problème. Une minute. Oui, je voudrais dire à Badi Banga ceci, je ne sais pas s'il a beaucoup fréquenté l'Est. Le commerce des minéraux qu'il y a dans l'Est, c'est comme le diamant qui est dans le Kasaï. Tout le monde a droit de creuser, tous les nationaux ont droit de creuser les minéraux. Mais vous ne pouvez pas exporter, vous devez les vendre à des comptoirs. C'est le comptoir qui, après expertise du CESC, vous permet d'exporter et vous exportez. Donc, chacun a le droit de faire son comptoir, qu'il soit libanais, comme on le voit ici à Kinshasa, juif, rwandais, ougandais ou tanzanien. Et même les étrangers peuvent aller dans des mines exploitées. Les étrangers qui sont dans les mines, c'est l'FDLR Awalikal. Malheureusement, c'est ça qui se fait, c'est contre quoi nous nous opposons. Justement, ça, je suis d'accord avec toi tout à fait. Mais lorsqu'après avoir tout fait expédier par le CEC, vous êtes à Goma, vous voulez exporter ça. Vous exportez ça par où? C'est une question. Oui. Il y a toujours un mode de suivi pas de problème. Dites-moi pratiquement, vous faites comment? Et cela dépend de chaque exploitant et chaque opérateur. Comme je n'ai jamais été, je ne peux pas répondre à la question. Expertisé. Vous l'exportez par quelle voie? Ça dépend de vos partenaires. C'est pas une question à laquelle on doit répondre ici. Un petit mot de la fin. Oui, je vais quand même marquer toute ma compassion
quand j'ai lu un communiqué de l'archidiocèse de Bukavu faisant état d'un massacre qui a eu lieu à Bunyakiri, dans une paroisse catholique, c'était vraiment horrible. Les photos qui sont affichées sur le site Bukavu Online m'ont vraiment fait très mal au cœur. Okay. C'est des gens découpés à la machette. Personne n'en a parlé, ni parmi les autorités. Le processus de la balkanisation, nous combattons ça. De la presse, on n'en a pas parlé. À ces gens, c'est les FDLR qui ont commis ce massacre-là. Oui. Ils doivent savoir qu'ils ont tout notre soutien. Voilà, mesdames et messieurs. Je n'ai pas conclu, Paulette. Il ne faut pas jouer avec l'unité de la RDC avec le terme balkanisation. Ça, c'est se moquer de père de la nation congolaise. Parlons de problèmes vrais de la nation. Que la balkanisation soit un esprit vrai qui vient de l'étranger, ils trouveront l'unité ancrée dans les cœurs des Congolais qui refusera la partition du pays. Le problème vrai de la balkanisation, de la République, c'est aussi la balkanisation. On ne peut pas s'en passer. Tout le monde doit s'unir contre la balkanisation. C'est fini, c'est un concept qui nourrit les gens. Il n'y a que des ennemis de la République. C'est vraiment pas notre fonds de commerce, la balkanisation. Si c'est un fonds de commerce pour les uns, pour les autres, tant pis pour eux. La République démocratique du Congo restera une et indivisible dans nos cœurs et géographiquement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce webpress qui était assez chaud, vous avez suivi. Ce sont des journalistes et très contents de recevoir une dame de fer. C'est Esther Abedi qui a défendu bec et ongle ses points de vue. Très heureuse de nous être fidèles. Restez fidèles à webpress et vous découvrirez des grands journalistes de ce pays. Nous nous retrouverons le week-end prochain. Au revoir.